Bonjour à toutes et à tous. Avant de moi aussi lire mon texte, parce que c'était la règle du jeu, je voudrais quand même m'interroger sur une idée reçue. Est-ce que nous vivons vraiment dans un monde plus incertain que par le passé? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai une petite tendance, quand je lis « Le monde est devenu incertain », à traduire « La personne qui écrit a vieilli ». Je crois que l'être humain a un bon fond, et c'est bon de le rappeler en ce moment. Et je crois que quand il est jeune, notamment, il pense qu'il va comprendre. Et puis en vieillissant, il se rend compte qu'il ne comprend pas. Donc il en déduit « c'est devenu incompréhensible ». Alors je pense que ça l'était. Donc je ne suis pas absolument certain, très honnêtement, que le monde est plus incertain que par le passé. Je pense qu'il est consubstantiellement incertain, et il l'a toujours été. Maintenant, je vais lire mon texte. Un des paradoxes les plus stimulants en fait, de la stratégie d'entreprise, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est très certainement son rapport à l'incertitude. Par nature, la stratégie, ça exige un engagement dans des choix d'allocation de ressources. Et sans cet engagement, il n'y a pas de stratégie lisible. Une entreprise qui modifierait constamment ses choix d'allocation de ressources, son périmètre d'activité ou son modèle économique, elle serait dans la tactique et elle ne ferait jamais de stratégie. Parce que faire de la stratégie, c'est choisir, et choisir, évidemment, c'est renoncer. Or, parallèlement, la stratégie érige en impératif absolu, ça a été rappelé à plusieurs reprises, la recherche de la liberté de mouvement. Face à la turbulence, il s'agit d'être adaptable, innovant, disruptif, et surtout de ne pas subir des sorts à la Kodak ou à la Nokia, en s'enferrant dans des choix passés, en creusant un sillon qui devient peu à peu une tombe. Dès lors, comment est-ce qu'on peut concilier l'engagement et l'adaptabilité ? Alors pour cela, il faut d'abord distinguer d'un côté l'aléatoire, qui est celui des dés ou de la roulette, où on sait par avance quels sont les futurs possibles et avec quelle probabilité. Et d'autre part, l'imprévu, où là, tout peut arriver, comme l'éruption de l'Eyjafjallajökull, un peu difficile en islandais quand même, la catastrophe de Fukushima, ou le succès d'Harry Potter, ou celui de Facebook. Le monde de la stratégie, ce n'est pas l'aléatoire du casino. C'est l'imprévu et l'incertain. Tous les plans de financement qui ont été réalisés avant 2008 ont fini à la poubelle. Et les vastes ambitions stratégiques de Volkswagen, comme ça a été répété, se sont fracassées sur un petit logiciel. Faire de la stratégie, ce n'est pas gérer des risques, c'est prospérer dans l'imprévu. On distingue en fait le plus souvent 4 niveaux d'imprévu ou d'incertitude. Le niveau 1, c'est simple, on s'attend à ce que les tendances actuelles se poursuivent. C'est souvent le cas en démographie, où on dit que le futur est déjà présent. Paradoxalement, ça c'est un peu embêtant, c'est aussi l'hypothèse sous-jacente de la plupart des outils d'analyse stratégique, que ce soit le modèle des 5 forces de la concurrence, les calculs d'actualisation ou la courbe d'expérience, qui postulent tous qu'en analysant le passé, on saura prédire le futur. Alors comme le souligne malicieusement Carl Weick, face à l'inconnu, vaut mieux avoir une carte fausse que pas de carte du tout. Avec le niveau 2, on ne sait pas quel va être le futur parmi une série de scénarios possibles. Alors, c'est ce qui se passe quand le succès d'une entreprise dépend, par exemple, de l'adoption ou non d'une technologie ou d'une réglementation. Et alors, dans ce cas-là, on peut construire des plans, établir des scénarios et mobiliser la théorie des jeux. Avec le niveau 3, alors là, le nombre de scénarios devient lui-même incertain. Face à ce type de situation, ça a été très bien dit, on peut utiliser, par exemple, l'approche par les options réelles ou celle des balises du futur, par exemple. Enfin, le niveau 4. Alors, le niveau 4, l'incertitude est totale. On postule que les ruptures sont aussi inévitables qu'imprévisibles. Dans une situation de ce type, la tentation, évidemment, est grande de se contenter de parier. Mais alors ça constitue bien entendu une faute morale. Ah oui, autant vous avez le droit de parier avec votre propre argent, autant vous n'avez pas le droit de le faire avec les ressources de l'entreprise dont vous êtes responsable. Par nature, un stratège ne saurait être un parieur. De fait, au total, face à ces 4 niveaux d'incertitude, on voit apparaître 4 postures différentes. Alors la première, ça consiste à tout simplement refuser l'imprévu et l'incertitude. Là, il s'agit de s'engager dans ses choix et en espérant que ça stabilisera l'environnement autour de vous. Alors c'est la posture de la plateforme pétrolière qui oppose des millions de tonnes à la tempête. Alors cependant, il faut rappeler que même les plateformes pétrolières peuvent sombrer. En 2000, la valorisation boursière de Nokia était ainsi la plus élevée d'Europe, avec 198 milliards d'euros, et ça ne l'a pas empêché d'être racheté pour 40 fois moins par Microsoft en 2013. La seconde posture, ça consiste à décrypter l'imprévu. Alors ça, les économistes adorent faire ça. On mobilise tout l'arsenal de la planification stratégique, de la théorie des jeux, pour trouver une forme de prévisibilité, là où d'autres ne voient que du chaos. Or, comme l'a montré Henry Mintzberg, la planification s'oppose à la liberté de mouvement. C'est ce qui faisait dire, par exemple, à Eisenhower, la planification, c'est essentiel, les plans,
c'est inutile. Et ça a été très bien rappelé par le général. De même, la théorie des jeux repose sur un postulat de rationalité des joueurs, qui limite un petit peu quand même son utilité pratique. Alors si elle fonctionne bien lorsque chacun est capable de calculer méticuleusement son intérêt, elle est beaucoup moins convaincante quand les concurrents sont guidés par l'instinct, la crainte ou la colère. Alors on peut alors se retrouver avec 2 films consacrés à la guerre des boutons, par exemple, qui sortent à une semaine d'intervalle parce qu'aucun des producteurs n'a accepté, certainement par vanité, d'arrêter son projet avant l'autre. La troisième posture, elle, consiste à accepter l'incertitude. Si la stratégie implique une forme de prévisibilité, afin d'allouer des ressources sans être un parieur, alors, face à l'imprévu, c'est la notion même de stratégie qui n'a pas de sens. Face à l'imprévu, c'est la notion même de stratégie qui n'a pas de sens. On sort alors du mode stratégie et on passe en mode agilité. Alors, plutôt que d'allouer des ressources, on va chercher à en désallouer en sous-traitant au maximum afin d'abaisser le seuil de rentabilité. Plutôt que de risquer d'être le seul à se tromper, on va systématiquement imiter les concurrents. Alors, c'est vraiment le mode agilité, ça permet de survivre pendant un certain temps, mais ça expose l'entreprise à de nouveaux dangers. Perte de contrôle par excès d'externalisation ou création de bulles spéculatives par excès d'imitation. Dans les 2 cas, l'agilité ne saurait se substituer à la stratégie. La 4e et dernière posture, là, ça consiste à provoquer l'incertitude, jusqu'à en faire la raison d'être même de l'entreprise. C'est cette dernière posture qui est à l'origine de la démarche d'innovation stratégique, de la réflexion schumpeterienne. Et c'est celle-là même que recherchent des disrupteurs, comme, alors vous connaissez le nouvel acronyme, les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Pour ces entreprises, le succès vient précisément de leur capacité à créer de l'imprévu dans des industries matures et à faire en sorte que les concurrents établis, enfermés dans leur certitude, soient incapables de réagir assez vite à leurs assauts. Alors on voit ainsi que pour prospérer dans l'imprévu, les entreprises suivent des stratégies en fait très différentes. Mais que dans tous les cas, une des pires erreurs qu'on puisse commettre en stratégie, c'est supposer que le succès passé implique le succès futur. La seule certitude qu'on peut tirer d'une stratégie gagnante, c'est qu'il sera très difficile d'en changer. Je vous remercie.